Bonjour à tous. QG Qualité, c'est le podcast où les professionnels de la qualité logicielle nous racontent leurs histoires, leurs expériences et leurs parcours. Je m'appelle Romuald Lenormand, je suis votre hôte pour ce nouveau numéro. Si vous êtes expert, débutant ou simplement curieux, l'objectif est de vous partager tous les aspects des métiers de la qualité. Cet épisode vous plaît? Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous pour nous aider à grandir. Et c'était quoi les défis majeurs que vous cherchiez à résoudre avec l'intelligence artificielle pour les tests logiciels chez AXA? Alors qu'on cherchait, mais qu'on cherche finalement encore à résoudre, parce que c'est pas fini, je pense que l'histoire elle est surtout devant nous. En fait, on a réellement démarré par le use case de base, je pense que tous les testeurs ont essayé quand ils ont eu un LLM à dispo, c'est générer des cas de tests. Oui. Voilà, tout simplement. Une des possibilités pour nous à l'avenir sur l'aspect génération de cas de tests, c'est de s'appuyer sur ces nouveaux modèles de raisonnement qui feront sans doute, qui font déjà d'ailleurs beaucoup moins d'erreurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de QG Qualité. Notre objectif est simple, faire découvrir et promouvoir les métiers de la qualité logicielle. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Dugarin, test manager chez AXA, groupe international français d'assurance qu'on ne présente plus. Tu fais aussi des conférences et c'est ainsi qu'on s'est croisés à la JTIA. Le thème, c'était l'intelligence artificielle dans les tests logiciels. Et justement, c'est sur ce thème de l'intelligence artificielle que nous allons échanger aujourd'hui. Chez AXA, vous êtes un des pionniers de l'usage de l'IA dans le test. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Vincent Dugarin, déjà avant tout, ravi d'être ici aujourd'hui avec toi pour parler effectivement du test et de l'IA. Deux beaux sujets qui vont faire, je pense, un bel épisode. Alors moi, je suis chez AXA depuis un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et dans le test depuis 2007. Alors j'ai un cursus issu d'une reconversion. J'étais à la base dans la finance. Et puis j'ai rejoint une petite ESN, une SS2I à l'époque, comme on les appelait, Oui. pour finalement tester des applications financières. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le test, que je n'ai plus quitté depuis, en passant par diverses sociétés d'assurance. Donc je suis un pur produit assurance, Oui, d'accord. pour finalement arriver chez AXA en 2012. Et aujourd'hui, test manager, alors une équipe d'environ 35 personnes. On travaille particulièrement sur les logiciels d'assurance collective en santé, en prévoyance et en retraite. Ok, super. Et pour parler un peu du contexte AXA, qu'est-ce que c'est AXA en termes de logiciel? C'est quoi la taille de la DSI? Je sais aussi que vous avez une guilde de test. C'est combien de personnes à peu près? Ouais, AXA, petite société pas trop connue sur le marché. Non, on est effectivement leader dans différents domaines de l'assurance. Alors à la fois en France et à l'international. Mhm. Moi, je travaille pour AXA France. Donc la DSI AXA France, c'est AXA France. Oui, Plus largement, c'est un quart des résultats d'AXA dans le monde. d'accord. C'est des millions de personnes assurées, protégées, aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Et Très la bien. DSI AXA France s'occupe particulièrement des applications à destination des clients finaux, Oui, les sites de AXA, vitrines, sur Internet disponibles. L'app, par exemple, aussi, disponible sur Play Store, Apple Store. Et aussi des logiciels à destination des intermédiaires qui vendent nos produits d'assurance. Et enfin, tous les applicatifs liés au support, la comptabilité, etc. Les outils RH, c'est aussi des choses qu'on est en mesure de développer chez AXA France, pour AXA France. vous-même, hein? Exactement, pour nous-mêmes. Et donc, on a des testeurs sur tous ces types d'applications, finalement. D'accord, génial. Et ton métier, c'est test manager. Et quand on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué que c'était pas le test manager au sens habituel de l'ISTQB. C'est-à-dire qu'on est une grosse DSI quand même. On est une société assez importante qui est cotée au CAC 40, donc grosse structure. Et dans ce cadre-là, la guilde de test, le département du test logiciel est aussi d'une taille conséquente, on va dire, Oui, plus de 350 personnes. c'est ça. C'est une petite entreprise de services numériques Exactement, en interne, c'est quoi. ça. Donc forcément, pour gérer tout ce monde, on est plusieurs test managers, on est une D'accord. douzaine à se répartir les différentes équipes, donc entre 30 et 50 personnes, on va dire, donc des test ingénieurs, des test leads, qui sont dans nos équipes et qui sont répartis donc, par domaine fonctionnel. Donc effectivement, c'est un nombre important. On a de ce fait-là une organisation avec différents rôles, test sûr. ingénieur, très opérationnel sur le test, des test leads qui vont plus avoir le pilotage des projets de test. Et c'est là où on rejoint en fait la notion de test manager au sens de l'ISTQB. Mais nous, le test manager, c'est un cran au-dessus dans notre département finalement. Ce sont des personnes qui vont manager hiérarchiquement Plusieurs équipes parfois sur plusieurs différents équipes. projets, en fait. Exactement, un scope assez vaste. D'accord. Et puis, on a aussi le management hiérarchique, voilà, Ok. qui est
budget d'augmentation, formation, etc., qui sont propres au job de manager, là, je dirais. Ok, merci. Et donc, pour aller direct dans le vif du sujet, sur l'intelligence artificielle, c'est quoi l'impulsion initiale chez AXA? Ça remonte à quand? Ça remonte à 2023, avec D'accord. la mise à disposition d'un chatbot interne, Oui. qu'on appelle SecureGPT, donc qui Ok. nous donne accès à différents LLM, GPT, 4o, Mistral, par exemple. Donc ça Ok. évolue même au fil du temps, puisqu'il y en a qu'on sort, il y en a qu'on ajoute, Oui, finalement. c'est en mouvement, hein. Le monde de l'intelligence artificielle, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des nouvelles versions de LLM qui sortent, des nouveaux outils. Et toi, en perso, c'est quelque chose qui t'intéressait? Ouais, complètement. Alors, pour finir là-dessus, nous, on a ce chatbot, enfin, ce logiciel interne qui nous permet d'accéder à des différents LLM, avec une bibliothèque de prompts associés, la capacité de faire de la conversation vraiment avec, voilà, comme un chat GPT que tu peux avoir Oui, oui. sur ton téléphone. D'ailleurs, c'est Donc, une interface qui est complètement similaire. exactement. Oui, oui, c'est quelque chose de très ressemblant. On a les conversations, l'historique des conversations sur le côté. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez facile à utiliser. Et c'est pour ça qu'on s'est plongé dedans assez rapidement en 2023 avec cet outil. Mais c'est vrai que moi, je l'utilisais aussi à titre perso. Alors, différents besoins un peu basiques comme tout le monde, peut-être quelque chose d'un peu plus original, on va dire, c'est que je fais de la peinture. Oui, Et moi, je m'en servais pour générer des images en style Van Gogh. Voilà, j'aime d'accord. bien reproduire. Moi, je reproduis, voilà, je suis un moine copiste. Ouais, Mais donc, du coup, j'aime bien générer, ça me permet de générer de nouvelles images finalement. Voilà, exactement. Ouais. une illustration de Paris Tu- en style Van Gogh, et après que je peux refaire moi en peinture. D'accord, génial. Et c'était quoi les défis majeurs que vous cherchiez à résoudre avec l'intelligence artificielle pour les tests logiciels chez AXA? Alors qu'on cherchait, mais qu'on cherche finalement encore à Oui, résoudre, parce que c'est pas fini. Je pense que l'histoire, elle est surtout devant nous. En fait, on a réellement démarré par le use case de base. Je pense que tous les testeurs ont essayé quand ils ont eu un LLM à dispo, c'est générer des cas de tests. oui, Voilà, tout simplement. On prend une US, une spécification, et puis on se dit, bah, génère-nous des cas de tests. Alors avec un prompt un peu plus poussé et mieux fait. Euh, mais voilà, c'est la première chose qu'on a demandé et qu'on a cherché à faire, comme tout le monde en fait. Et on s'est rendu compte par ce biais que, ok, c'était cool, il y a un effet waouh, ça marche bien, ça donne quelque chose, ça génère quelque chose qui paraît pertinent. Après, quand on rentrait un peu plus dans le détail, bah, voilà, il fallait reprendre, il y avait un oui. peu de retravail. C'était pas si incroyable que ça finalement. Il y a à boire et à manger, quoi. C'est ça, surtout Ok, au début. très bien. Et concrètement, comment ça s'est fait? Comment vous avez commencé à travailler dessus de façon plus large? Comment vous avez trouvé d'autres use cases? Bah, le premier use case vraiment qu'on a testé puis déployé, et dont on a parlé d'ailleurs lors de la journée Oui, thématique, c'est justement en essayant de générer des cas de test. Ok. oui, Donc on se rend compte que la génération, c'est pas mal, mais c'est pas encore trop ça. C'est comme s'il n'avait pas totalement compris l'exigence, la user story qu'on lui avait fournie. Donc on est dans la fenêtre de conversation, on lui a demandé, bah, écoute, pose-nous des questions auxquelles on va répondre pour améliorer ta compréhension de cette user story. Donc de là, il nous sort une liste de questions numérotées. d'accord. On y répond via l'interface, via la conversation. Et il nous régénère des cas de tests. Le résultat est toujours pas très satisfaisant. Par contre, on a trouvé des questions super pertinentes. Il y avait des questions auxquelles on ne D'accord. savait pas répondre. C'est-à-dire qu'on avait une US, il a posé des questions auxquelles, mince, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans l'US? Oui, ok. Et là, on se dit, mais attends, ça, c'est le tres amigos, finalement. C'est le questionnement du besoin, c'est essayer d'aller chercher des choses et de comprendre au mieux la spécification. C'est là qu'on s'est dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce use case-là. Super. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Tres Amigos? Alors, Tres Amigos, c'est vraiment un premier test statique. On a une user story, on va la lire ensemble, c'est le product owner qui va la lire. Alors, dans la réunion, il y a un product owner, un développeur, un testeur. Oui, Le product owner présente le besoin, comment il l'a rédigé, la user story. Et puis ensuite, développeur et testeur, on pose des questions pour essayer d'être sûr d'avoir compris finalement cette user story. Donc, on questionne, on modifie l'US si besoin, et puis on va écrire ensemble des exemples, voilà, pour poursuivre avec la méthodologie BDD. On va écrire des exemples ensemble qui après, si possible, seront automatisés dans le code. c'est ça. Et donc, 3 amigos et l'IA générative qui arrive là-dedans. Donc, c'est ce fameux quatrième Amigos Exactement. que vous avez présenté à la JTIA, c'est ça? C'est ça, donc dès l'année 2024, début d'année 2024, on se rend compte de ce use case-là, on se dit que ça peut être intéressant de l'essayer en conditions réelles. Et c'est là qu'on a démarré un POC, un pilote, finalement, sur quelques squads, pour voir un peu comment on pouvait appréhender cet outil d'IA générative dans le cadre
du 3A et donc du 4 Amigos maintenant. Donc ça a duré plusieurs semaines, voire même quelques mois. Oui, Et les résultats sont très satisfaisants, je pourrais en parler. On a fini par déployer ce use case-là. Alors à la d'accord. fois, Donc à l'échelle, pour tous les exactement. testeurs. Donc ça reste un outil, c'est-à-dire qu'il n'y a Oui, pas d'obligation à l'utiliser. Et ça, c'est important de le dire. Euh, mais c'est un outil qui est pertinent et qu'il faut essayer. Voilà, il faut le tester. On a fait un prompt qui nous semble assez efficace. On a des résultats pertinents qui sont que à peu près 2 tiers des questions que propose SecureGPT, donc notre LLM, 2 tiers des questions sont jugées pertinentes par les 3A. d'accord. Donc concrètement, en séance 3A, les humains ont posé leurs questions. Quelqu'un va se faire porte-parole Du quatrième Amigos. exactement, du LLM. Donc, il va poser, il va juste copier-coller la story. Il va générer des questions avec le prompt qui va bien. Et là, on a une liste de questions. Et donc, l'idée, c'est de les poser en séance aux 3A humains et de voir si on arrive à y répondre, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on arrive à y répondre? Est-ce que on a la réponse facilement ou est-ce qu'il Oui. faut modifier l'US parce qu'on se dit, tiens, cet aspect-là, je ne l'avais pas vu et il faudrait qu'on l'ajoute. Et donc, 2 tiers des questions pertinentes, c'est quand même un excellent résultat. C'est ça, c'est vraiment excellent parce que je pense qu'on n'est pas loin du taux humain finalement, Oui, parce oui, qu'il y a des absolument. questions qui ne sont pas pertinentes. Après, ce qu'on regarde, on regarde cet indicateur-là, mais on regarde aussi l'indicateur, est-ce qu'on se sert des questions pour modifier Modifier, l'US, ce qui est c'est ça. vraiment là, le Graal. On se Oui, dit, oui, là, vraiment, absolument. l'IA nous C'est-à-dire a... qu'on a loupé quelque chose, ça peut Exactement. arriver, hein, on n'est pas à l'abri de faire une erreur, hein. Et Tout là, à il fait. nous a vraiment aidé à améliorer, à ajouter quelque chose dans l'US. Et là, il y a un vrai apport de valeur finalement. Génial. Et donc dans les équipes, ça s'est déployé partout, dans tous les Alors, projets. c'est en cours de déploiement. Là, OK. aujourd'hui, il y a toutes les équipes qui ont participé au POC, un peu plus largement dans les tribus qui étaient associées. Et Oui, ce qu'on veut, c'est étendre l'usage. Aujourd'hui, on l'a présenté lors d'un BBL en interne, on l'a présenté aussi à l'externe, on en a reparlé dans différentes instances au sein d'AXA, mais ça reste un outil. Il faut que les gens se l'approprient, il faut que quelqu'un se dise, bah, tiens, essayons-le dans le cadre de notre prochaine séance 3A. Donc, ça prend un peu de temps, oui, mais oui, c'est ce qu'on veut, c'est que tout le monde l'essaye au moins. Parce que, voilà, je le rappelle, pas d'obligation. Le centre du use case, c'est toujours l'humain. Hein, c'est bien l'humain qui sûr. va interroger. C'est des humains qui vont challenger les questions et potentiellement modifier l'US si ça leur paraît, leur paraît pertinent, en fait, hein, de la modifier. Euh, mais voilà, c'est à eux de l'utiliser, c'est à eux de se l'approprier et puis de poursuivre avec son usage si c'est pertinent. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que suivant la maturité de la squad, Oui. Il y aura plus ou moins besoin de l'utiliser, quoi. c'est ça. Donc, Très bien. une application qui serait très complexe, avec beaucoup de legacy, beaucoup d'antériorité, d'historique, des équipes plus jeunes, là, les questions peuvent être pertinentes parce que ça va les amener à se questionner eux-mêmes sur des choses qu'ils ne connaissent potentiellement pas et qui sont peut-être en lien avec la story qu'ils sont en train Oui, d'analyser. exactement. Et le métier de l'assurance, c'est quand même aussi un domaine métier qui est pas évident. Donc parfois le GPT va pas forcément comprendre tout à fait ce qu'on lui demande par rapport à la user story. Parfois la clarté qu'on a nous pour nous humains qui connaissons le métier va pas être la même que pour lui qui ne connaît pas tout. Mhm. Et le bilan, il est donc positif. Et le POC, au départ, le projet pilote, c'était combien de personnes? Alors, c'était 4 squads, donc une squad, c'est une dizaine de personnes en Ok, moyenne. d'accord. Voilà. On a beaucoup adressé la chose via les testeurs, Oui, pour que ce soit eux un peu les porte-paroles dans les séances 3A. Mais voilà, c'était à peu près une quarantaine de personnes qui ont d'accord. participé à ce POC sur 2 squads de 2 tribus différentes dans 2 domaines métiers différents. Génial. Et vous avez avancé sur le sujet avec SecureGPT, mais vous avez aussi challengé l'usage d'une autre intelligence artificielle, j'ai nommé GitHub Copilot, très connu des développeurs. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, le fameux. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a testé aussi en pilote Oui, et qu'on est en train de déployer par phase. On a un deuxième pilote en cours, vraiment assez large, hein, plusieurs dizaines, voire même plus d'une centaine de personnes, avec différents corps de métier, je dirais, oui, différents rôles qui sont embarqués dans ce pilote, dont des automaticiens de test. Hein. C'est pour ça que j'en avais parlé bien sûr. d'ailleurs, de la journée en question hein, sur l'IA. Aujourd'hui, ce cas d'usage-là, il est vraiment plébiscité. Oui, Voilà. Clairement, et le chiffre est assez simple, puisque 100% des personnes qui participent au pilote souhaitent garder leur licence. C'est clair et net, d'accord. c'est qu'il y a un grand niveau de satisfaction.
Pour rappeler, GitHub Copilot, c'est un assistant virtuel pour générer du code. Je l'utilise moi-même au quotidien. Tous mes développeurs l'ont dans ma mission. Et effectivement, c'est un outil qui est fantastique. Alors, sur des cas d'usage précis, sur des tests unitaires, sur l'autocomplétion, il va être quand même très fort. Il prend en entrée tout le contexte qu'on lui a ouvert. On ouvre des classes de test, par exemple, ou des classes de notre projet en développement. Il va prendre tout le contexte qu'on lui a fourni et il va être de plus en plus performant à comprendre ce qu'on lui demande. Et donc ça, c'est plébiscité 100% des utilisateurs. Certains disent gagner en temps et certains disent gagner en qualité. Donc c'est après, ça. on a un peu les deux visions de la chose, mais effectivement, un plébiscite assez important. Et tu me disais, en fonction de la maturité tout à l'heure pour le Tres Amigos, de la même manière, GitHub Copilot, en fonction de la maturité, les usages diffèrent. Bien sûr. Exactement. Et ça, je pense que c'est assez connu et ça semble un peu évident d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut faire attention sur les profils plus juniors qui ne reprennent pas tel quel. Donc, il y a un usage aussi à encadrer. Il ne suffit pas de déployer les licences. Il faut former, accompagner. Pour tous les cas d'usage de l'IA, c'est ça. C'est vraiment accompagner au déploiement et à l'utilisation de l'IA dans ce cadre-là. Après, ce qu'on a vu, nous, d'un point de vue test, pour en revenir à nos automaticiens, c'est que ils sont un petit peu plus loin du développement que les développeurs parce qu'ils sont dans des équipes de test, ils ne font pas du développement à 100%, et donc ils sont un peu plus loin des communautés de dev. Et pour eux, c'est vraiment encore plus un assistant, un copilote, quelqu'un à qui ils peuvent se référer, une IA à laquelle ils peuvent se référer, mais ils en tirent encore plus profit, je pense, à ce niveau-là, puisqu'ils sont un peu plus loin de la communauté de développeurs. Oui, tout à fait. Et donc, si on revient sur l'aspect fonctionnel, en plus du 4 Amigos, est-ce que vous avez essayé d'autres choses? Oui, comme je l'ai expliqué, la génération de cas de tests, c'est vraiment l'élément qu'on a testé dès le début, qu'on a mis un peu de côté parce qu'on s'est dit justement avec le 4A, on va revenir un peu en amont du cycle. On se dit, il y a les specs peut-être à améliorer. Ça, c'est un premier point, le 4 Amigos. D'accord. Ensuite, on est revenu encore en amont en se disant, bon, finalement, le 4A, et ça n'a pas échappé aux personnes qui faisaient le POC parce que finalement, ils se sont dit, mais attends, ton prompt là pour le 4A, je peux l'utiliser en amont du 4A pour améliorer mon US. Je n'ai pas besoin d'attendre, donc je vais questionner. Sauf que le prompt 4A, il se veut assez large. On veut des questions vraiment parfois disruptives. Il nous lance sur des sujets comme la résilience et c'est super. En revenant en amont, en se disant on veut challenger plus l'US, vérifier qu'elle correspond à des bons critères de référentiel d'exigence, est-ce qu'elle est invest, etc. C'est d'autres prompts et c'est sur ça qu'on travaille en ce moment. On a différents POC là-dessus pour tester des prompts. Et là, on est plus dans est-ce que l'US colle à un référentiel d'exigence? Est-ce qu'elle est de bonne taille? Est-ce qu'elle est compréhensible? Est-ce qu'il y a des exemples? Voilà, etc., etc. Donc, on est sur cette partie-là, on est revenu un petit peu en amont. C'est ça. Ce que vous présentiez à la JTIA, exactement. Où là, vous avez une série de prompts successifs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Alors, il y a des prompts, effectivement, donc, qui vont permettre de challenger l'US selon des référentiels comme Invest, par exemple. S'assurer aussi de la taille, comme je l'ai dit, de la story, est-ce qu'elle n'est pas trop importante? D'accord. On veut des stories assez fines. Et oui, puis surtout, qu'elle n'ait pas besoin d'être découpée. Voilà, on veut des stories qui soient quand même d'une taille assez standardisée pour pouvoir aussi calculer les vélocités, etc. Et associé à ça, on a des RAG. Alors là, c'est assez simple, c'est des fichiers en pièces jointes qui décrivent tout le système Invest, par exemple. Voilà. D'accord. Donc on associe à ces prompts un peu plus de contenu pour challenger l'US. Notre objectif, il est aussi, à la différence du 4A où un simple copier-coller de Jira suffit, on prend le contenu de l'US en brut, même avec les images et tout, c'est pas grave. 2 phrases de texte, de toute façon, ils sortent des questions déjà intéressantes. Là, à la différence du 4A, on se dit qu'on a besoin peut-être d'un outillage, en fait, pour aller chercher les informations et utiliser tous ces prompts et tous ces RAG de manière un peu plus fluide. On travaille de manière un peu automatisée, quoi. Exactement. Donc, on se dit, on a peut-être un outillage corrélé à ça pour améliorer l'expérience utilisateur sur ce cas d'usage-là précisément. Génial, vous êtes vraiment dans le futur chez AXA. Hein. et donc, ça vous donne un peu de travail en plus. Là, au niveau, il va falloir le fabriquer, cet outil. C'est ça. Donc, on utilisera l'IA pour tester l'IA et puis on verra ce que ça donne. C'est ça. Et donc, globalement, toutes ces approches, elles vous font gagner quoi, concrètement? Alors, on mesure tout. Alors, c'est peut-être le tertiaire financier qui veut ça. Là. Mais il faut tout mesurer. Ouais, mais en tout cas, on essaie vraiment d'avoir des indicateurs sur tous nos cas d'usage. Donc, je l'ai dit,
sur le 4A, c'était la pertinence des questions et est-ce que D'accord. ces questions amènent des modifications. On a à peu près les mêmes questionnements, les mêmes critères sur la partie amont. Là, c'est plus avec les business analysts, mais on a aussi ces questionnements-là. Et sur GitHub Copilot, on a aussi des critères de satisfaction. Après, on travaille aussi sur la productivité. Forcément, on cherche aussi de la productivité. Est-ce qu'on peut gagner? On met en place un outil, on donne un outil finalement à tout le monde. Est-ce que ça nous permet de gagner en productivité? Et ça, on le mesure facilement parce qu'on a un avant l'outil avec une vélocité de X et une fois qu'on a mis l'outil, on a une vélocité Y. Alors, Donc, on va pouvoir mesurer tout de suite si on a gagné un pourcentage particulier, quoi. plus simple sur la partie dev, Ouais, voilà, et puis il y ouais. a même des abacs sur le marché là-dessus, Oui, sur oui. le gain avec. Donc c'est facile à trouver et on a des références et on retombe à peu près sur ces mêmes chiffres. Même si on se dit que sur un job d'ingénieur, finalement, le temps gagné, il peut être investi à autre chose. C'est pas forcément du gain de production. Je vais pas produire plus d'US, mais Oui. peut-être que je vais gagner en qualité. Je vais aller adapter mon référentiel, je vais aller améliorer ma connaissance de tel langage. Voilà. Il y a du réinvestissement aussi de ce temps-là. Absolument. On cherche aussi forcément à avoir ces mesures en termes de productivité en amont, mais c'est plus compliqué parce que là, le 4A, on est en train de dire qu'on améliore une spécification. Alors le gain, il est forcément après parce qu'on aura Ouais. moins d'anomalies, moins de relivraison, etc. Donc là, c'est plutôt des analyses à grosse maille. Ouais, c'est très compliqué à mesurer là, en effet. Et donc, vous êtes à jour sur tous les outils du marché actuellement? Bah, on essaye. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous met à disposition dans cet outil différents LLM qui évoluent au fil du temps. Par exemple, quand on a commencé le POC, on était sur GPT 3.5. Oui, Aujourd'hui, celui-là, out. Oui, bien donc, sûr. on est passé au 4. 4. Voilà, et ça nous a permis d'ailleurs de retester finalement notre cas d'usage et on s'est rendu compte que Mistral était plus pertinent. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, on a cet outil interne et on ne s'interdit pas par contre de tester aussi des outils du marché. Oui, oui, absolument. Et de prendre le meilleur Exactement. dans sa discipline, quoi. Ok, top. Et vous avez une idée du coût de toutes ces choses, de tous ces nouveaux outils? Ah, là, c'est surtout le coût de la licence, puisque Ouais. l'outil qui encapsule tout ça, notre Secure GPT, est c'est simple entre guillemets. Donc c'est surtout le coût des licences qui fait que. Et c'est pareil pour GitHub Copilot finalement. Oui, C'est oui, le coût tout des à fait. licences. Alors, il y C'est un a effort. il y a un effort qui est mis de la part d'AXA, clairement, sur l'appropriation de ces outils et même l'acculturation à ces outils. C'est-à-dire qu'au-delà de mettre à disposition un outil, il s'agit de former les gens, il s'agit d'accompagner les gens, comment prompter. On a des formations, on a un campus, on a vraiment un ensemble de choses pour nous aider à travailler avec ces outils et trouver des cas d'usage. Parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre Ouais, aujourd'hui, tout à c'est fait. aller chercher des cas d'usage nouveaux, peut-être des effets waouh sur certaines activités. Et justement, tu parles de bibliothèque de prompt. C'est quoi votre bibliothèque de prompt? Ouais, c'est dans l'outil SecureGPT. Donc, on a deux pans dans cette bibliothèque. C'est tout simplement le fait de pouvoir mettre ces prompts et de les réutiliser. Alors, il y a la partie privée, voilà, on peut mettre nos propres prompts et il n'y a que nous qui y avons accès, comme son nom l'indique. Et puis, il y a la partie publique à disposition de tout le monde. Donc là, on a un process de validation du prompt. Il est même traduit en plusieurs langues, parce que AXA, c'est international. Oui, oui. Et alors, on peut avoir des zones variables dans les prompts qui permettent de copier des éléments qui viennent d'ailleurs directement. Enfin, voilà. C'est vraiment un facilitateur pour les cas d'usage. On voit aussi le nombre de fois qu'il a été joué, ce prompt. On a un descriptif. Ah oui, génial. Comme ça, vous pouvez mesurer s'il est performant ou pas, parce que les gens Exactement. vont pas réutiliser quelque chose qui marche pas trop. J'utilise l'intelligence artificielle au quotidien. J'utilise les LLM. J'utilise également GitHub Copilot. Je trouve quand même que c'est génial. C'est pas encore parfait. Mais est-ce que vous avez, vous aussi, parfois des erreurs, des hallucinations? Et comment vous gérez? Finalement, dans nos cas d'usage, nous, le point clé, c'est que l'humain reste au centre de l'activité. Il y a cet aspect-là déjà qui est primordial, où l'humain va revoir ce qui sort finalement du LLM, donc la réponse Oui. qu'il propose. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on connaît nos entrants et on sait ce qu'on lui demande. D'accord? C'est pour ça aujourd'hui qu'on a un peu de limite sur la partie génération de cas de test. C'est que nous, ce qu'on souhaiterait, et ce que tout le monde souhaite, c'est qu'on rentre une US, on rentre une spécification, on lui met un prompt, le bon prompt qui va bien, et en sortie, on a des cas de test. On n'a même pas besoin de lire la spécification, on sait que les cas de test sont pertinents. C'est ça. Or, c'est pas le cas. On sait qu'il y a du retravail à faire. Donc, aujourd'hui, dans tous les use cases qui fonctionnent bien, c'est parce qu'on a un entrant qu'on maîtrise,
On interroge l'IA générative pour améliorer ce qu'on a écrit, pour nous proposer d'autres choses. Et donc, on est en mesure de dire rapidement, bah, OK, ça c'est pertinent, ça ne l'est pas, ça l'est, je prends, ça je prends pas. Oui, vous êtes toujours juge du résultat. C'est ça. C'est pour ça Au que les final. erreurs, même si elles existent, elles ne sont pas gênantes dans ce cadre-là. D'accord. Génial. Donc, votre IA interne, Secure GPT, comment vous la testez au quotidien? Secure GPT fait appel directement à des LLM du marché, donc on ne les teste pas en tant que tels. Par contre, on a, nous, des chatbots en production, par Ouais. exemple. Hein, on a un chatbot sur la prévention routière, je crois, et un chatbot RH pour le recrutement. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont en production, basées sur l'IA générative, que l'on a aussi testé dans la guilde test. Et effectivement, ça amène des problématiques nouvelles, puisque c'est pas la même chose que tester une règle de gestion avec une sortie A ou B. C'est ça. Et comment vous vous y prenez, du coup? Alors, effectivement, ce qu'on voit sur l'IA générative, c'est que c'est pas déterministe. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va obtenir. Donc, c'est difficile pour nous, testeurs, qui aimons bien avoir une action et un résultat attendu C'est ça. précis. Input, output, on est tranquille. Exactement. Là, c'est difficile de juger. Donc, on a quand même des éléments factuels. On va juger je vais dire, du format de la réponse, le niveau de langage de la réponse, etc. Mais par contre, sur le fond, là, ça pose effectivement une problématique. Et ce qui fonctionne bien dans ce cadre-là, et ce qu'on a mis en œuvre sur ces chatbots notamment, c'est ce qu'on appelle le crowd testing. Donc le fait de faire appel à une masse de personnes énormes pour tester l'outil en un temps donné et remonter un maximum de problématiques. Donc c'est ce qu'on a fait, nous, chez AXA, grâce à notre force de frappe, hein, puisqu'on est C'est 350 à ça, la guilde de oui, ça thèse. fait du Donc, monde. effectivement, donc ça C'est fait vraiment la crowd, là. Hein. ouais, c'est ça. Donc ça fait beaucoup de monde sur les chatbots et on trouve rapidement plein de choses. En plus, Ok. c'est quelque chose d'assez ludique finalement. Oui, oui, bien Voilà. sûr. En 2 jours, on a trouvé plein de choses qui ont été corrigées et on a rendu ça encore plus ludique puisque notre responsable, donc Lionel, avait eu l'idée de dire bon, la meilleure anomalie qui sera trouvée, ce sera une place pour justement la journée du test. Ah oui, d'accord. Et avec C'est comme un l'IA. bug bounty, quoi. C'est ça, exactement. Génial. Donc il n'y a pas de JTIA tous les mois, donc on ne pourra Non. pas faire ce truc-là Non, avec la non. récompense tous les mois, mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez ludique finalement Oui, oui, à tester absolument. ces éléments. Donc on ne va pas le mettre en œuvre à chaque fois, mais c'est une solution dans la stratégie de test de ces IA génératives. Ouais. Et tu parles de non déterministe, c'est un concept très important pour les LLM. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Alors moi, j'explique peut-être mal, mais avec mes mots, mais en tout cas, c'est le fait que ce qu'on disait, on n'a pas de résultat précis euh, attendu. On ne C'est ça. sait pas exactement quelle réponse on va avoir. Et ça, on le voit tous les jours. Quand on parle du 4A, on met la même story, le même prompt, les questions sont radicalement différentes, quasiment à chaque fois. Donc, On n'a jamais les mêmes questions alors qu'on jamais. a fait exactement le même C'est prompt ça. en entrée et si on le joue 10 fois, on aura 10 fois des questions différentes. Et c'est En ça gros. aussi sur la génération de 4 tests, c'est Oui. que on s'attend à avoir peut-être 4 tests pertinents sur une US parce que c'est ce qui couvre le mieux la règle de gestion. Les règles de gestion, c'est ce qui nous semble pertinent, nous, en tant que test ingénieur. Mais on se rend compte qu'il va en sortir 10. Et puis si on leur demande d'en sortir 100, il va en ressortir 100. En fait, c'est infini. Oui. Donc, effectivement, il faut savoir challenger ce volume-là. Et puis ce qu'il en sort, si c'est pertinent ou non, Bien sûr. avec cette question de ne pas pouvoir déterminer à l'avance ce qui va sortir. Et il est plutôt obéissant, le LLM, c'est-à-dire que si on lui donne dans nos critères d'entrée un nombre de cas de test, il va nous les générer, qu'ils soient bons ou mauvais. Et Exactement. ça, c'est un problème quand même. C'est un problème, c'est ce qu'on a pu montrer et tout le monde peut en faire l'expérience. Oui. Il comprend parfois mal les choses. Hein. Le but, lui, c'est de générer du texte, c'est de générer quelque chose. C'est pas d'avoir vrai ou faux. Oui, tout à C'est pas fait. d'avoir raison ou tort. C'est un souci. Aujourd'hui, les taux d'erreur sont assez importants encore, même si les nouveaux modèles qui arrivent orientés raisonnement donnent des résultats bien meilleurs. Ça, c'est D'accord. une des, je dirais, une des possibilités pour nous à l'avenir sur l'aspect génération de cas de tests, c'est de s'appuyer sur ces nouveaux modèles de raisonnement qui feront sans doute, et qui font déjà d'ailleurs, beaucoup moins d'erreurs. Tu parles de la deep research, c'est cette partie-là? On a DeepSeek, par exemple, qui est Oui. un modèle de raisonnement, mais c'est aussi déployé sur ChatGPT. Par exemple, à Oui. titre perso, moi j'ai vu le petit module, la petite coche maintenant raisonnement. On peut le dire, tu vas raisonner. Et ça donne des résultats radicalement différents. Et on peut aussi lui dire de prendre son temps. Et il le prend. Contrairement à d'habitude où il va cracher un résultat tout de suite, là, on voit qu'il fait une analyse
Et effectivement, c'est quand même une amélioration notable de la qualité de la réponse. Ouais, on le voit. D'ailleurs, si tu utilises la fonction raisonnement sur ChatGPT, on le voit même raisonner. C'est-à-dire qu'il explique ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de chercher ça, je suis en train de concaténer ça, je suis en train de. C'est assez intéressant. Et il est même capable de nous donner des sources de documents qu'il a utilisés pour fournir sa réponse. Ça, j'ai trouvé ça très très fort. Et j'ai vu sur LinkedIn que vous avez aussi un programme ambitieux que vous avez baptisé Nadia. De quoi s'agit-il? Alors, Nadia, c'est notre ambition Data IA, notre nouvelle ambition Data IA. Effectivement, l'idée, c'est sur ces deux sujets centraux, hein, la data et l'IA, c'est d'avoir vraiment une force de frappe et plein d'assets à disposition des collaborateurs pour s'emparer ces deux sujets. Donc la data et l'IA. Donc ce sont à la fois des D'accord. formations, euh, des outils qui sont mis à notre disposition, des référentiels aussi de cas d'usage data et IA, un ensemble de choses qui vont permettre vraiment à tous les collaborateurs de s'approprier au mieux ces outils et puis d'aller trouver des cas d'usage. On a aussi des choses déjà déployées pour les clients ou les collaborateurs. Par exemple, les collaborateurs d'agence, les agents à AXA, ont maintenant à leur disposition un outil qui permet de faciliter leur recherche dans les documents. Et ça, pour ça, les LLM fonctionnent très très bien. Ah oui, Comme tu le disais tout à l'heure, carrément. l'assurance, il y a beaucoup de choses, Oui. il y a beaucoup de réglementations, beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est vraiment faciliter leur travail au quotidien, puisque en Bien plus, sûr. on va sortir la source du document. Donc, C'est ils peuvent un revenir gain de sur ça. temps phénoménal. C'est des RAG? C'est simplement, vous avez branché votre base documentaire sur Secure GPT. Comment vous avez mis ça Non, en place clairement, là, techniquement? il y a un ensemble. Les modèles ont appris avec un ensemble de documentation issue du contexte AXA. D'accord, génial. Les équipes, comment ça se passe au niveau de l'adoption? Est-ce qu'ils sont fans? Est-ce qu'ils sont inquiets? D'ailleurs, on en a parlé récemment de ça avec une collègue. En fait, l'inquiétude, et ce qu'on voyait d'ailleurs dans l'enquête à la JTIA qu'ils ont présentée, c'est que l'inquiétude n'est pas tant sur le est-ce qu'on va être remplacé. Oui, C'est parfois des conceptions un peu plus green IT. Est-ce que ça répond vraiment Hmm. à une conception écologique des choses? Est-ce qu'on n'est pas dans une surutilisation de l'informatique? Et c'est plutôt ces considérations-là qui arrivent. Et après, il y a faire adopter et faire essayer les cas d'usage. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un effort de communication, de formation, répéter, essayer même en direct avec eux, aller plus finement dans chaque tribu pour leur montrer que c'est simple, comment faire, parce que parfois juste expliquer, ça suffit pas. Une démo, parfois, ça suffit pas. Faut oui. faire ensemble et puis après, s'approprier le cas d'usage ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant que tout le monde puisse l'essayer parce que c'est un vrai outil, aujourd'hui à notre disposition. J'ai même vu un papier passer sur le créateur de Siri qui pense qu'actuellement, les LLM, comme ils sont fabriqués, avec vraiment des centaines, voire des centaines de milliers de tokens en entrée possible, sont tellement consommateurs en énergie que, oui, à un moment, ça pourrait poser problème et peut-être qu'on va réussir à les rendre beaucoup plus petits et quand même plus performants malgré tout. Et c'est intéressant de la part de quelqu'un qui a inventé un outil tel que Siri. Il y a cet effet waouh. Est-ce que tes collègues ont eu cet effet waouh quand on découvre les outils d'IA? On l'a tous eu, je pense, hein. Ouais, Et c'est quand on rentre dans le détail où on se rend compte que c'est beau ce qu'il m'a généré, c'est intéressant, mais il y a des petites choses quand même à retravailler. Et c'est ce retravail-là, ouais, généralement, qui va tempérer, je dirais, l'effet waouh qu'on a tous au début. Et après, tout dépend de l'activité, on le sait. Pour résumer des choses, pour finaliser une histoire, pour reformuler un mail dans un autre ton, un autre niveau de langage, c'est super et ça marche oui. extrêmement bien. Sur tout ce qui est langage et Exactement. texte, Image aussi, finalement. recherche dans du texte, il est vraiment extraordinaire. Mais oui, quand il s'agit de créer quelque chose, typiquement générer les cas de test, c'est vrai que là, Bah, ça coince. quand on attend vraiment des résultats précis, Oui, ce que je disais tout à l'heure sur les taux d'erreur, du vrai ou du faux, un cas de test, il peut pas être imprécis, il peut pas être faux, parce que sinon on va pas pouvoir l'exécuter. Si on n'a pas lu la spec et qu'on se base juste sur les cas de test, on va arriver sur un cas de test qui est faux, on va déclarer une anomalie à tort. oui. C'est très problématique. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qui va poser le plus problème. Et pour revenir sur ton point rapidement sur les modèles, effectivement,
On utilise aujourd'hui des modèles généralistes, Oui, consommateurs, qui ont appris sur un ensemble de données. Mais effectivement, une des voies possibles, c'est de plus mettre ces LLM sur des cas d'usage précis, oui, ayant appris sur une thématique précise, sur le développement logiciel par exemple. Il n'y a pas besoin d'utiliser ChatGPT 4 qui a appris sur l'ensemble d'Internet oui, pour tout à fait. développer finalement, peu importe l'histoire de France. Voilà. Donc c'est effectivement une voie pour réduire la consommation de ces LLM. Ou le fine-tuning, je ne sais pas si tu te rappelles de la conférence qu'il y avait eu de la personne de Thales lors de la JTIA. Mm, mm. C'est quand même très intéressant de voir à quel point on pouvait réduire Ça. la consommation et les GPU nécessaires à l'usage de LLM. Et les gains de productivité, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, comment vous avez mesuré tout ça? On essaye de mesurer. Alors, on est vraiment à chaque fois sur chaque use case. Mhm. Donc, sur le dev, on l'a dit, c'est assez simple, entre guillemets. Enfin, du moins, il y a des abacs dans le marché et on les constate aussi à peu près. Donc, là, c'est assez facile puisque l'activité de dev, on est capable de mesurer le moment où il y a du développement qui est fait et puis Oui, d'ajouter cet outil-là, de voir la différence. Par contre, sur le use case 4A, par exemple, sur des questions qui nous amènent à améliorer la story. Quel est l'impact derrière en termes de productivité? C'est plus compliqué. Par contre, sur la génération de cas de tests, ce sera aussi facile à mesurer pour nous quand on aura des LLM ou des façons de faire qui nous permettront de générer des cas de tests sans avoir à trop connaître l'entrant. Bah là, on pourra dire, OK, moi d'habitude, une US, ça me prend, je sais pas, une demi-heure pour la comprendre, 15 minutes pour faire l'identification des cas de tests, 15 autres minutes ou 30 minutes pour détailler un peu les steps. Là, aujourd'hui, je fais ça en 5 minutes avec. Et là, ce sera facile pour nous aussi de faire ce calcul. oui. Aujourd'hui, nous, on a découpé nos activités. On les connaît, hein, nos activités de test chez AXA. On connaît bien notre modèle. Et on est en mesure de regarder chaque activité et puis de calculer, in fine, si on ajoute cet outil-là, comment changera la production dans cette activité. Mais c'est vrai que sur des choses un peu plus en amont, comme le 4A, comme l'amélioration des specs, voilà, le La gain mesure est est un peu compliquée. plus compliqué. Ouais. Nous, on a quand même un objectif de le calculer en termes de nombre d'anomalies. Aujourd'hui, on a des indicateurs, nous, sur le nombre d'anomalies générées à tous les niveaux de test par squad, donc, Oui. et sur des périodes, hein, le mois, l'année. On peut constater une baisse, C'est ça. Je effectivement. pense que l'idée à un moment donné, ce sera de se dire, OK, j'ai une squad où j'ai peut-être pas mis en œuvre tous les éléments. Je vais maintenant mettre en œuvre GitHub Copilot pour les devs, la génération de cas de tests quand on l'aura, la partie 4A, la partie amélioration du S, et je vois sur une année complète ou sur 6 mois C'est ça, c'est sur le ce temps que long. j'ai gagné. Ouais, Ah, je tout à pense, fait. oui. Ouais. Il y a un autre sujet qui est un peu très chaud sur l'IA en ce moment, c'est les agents autonomes. Allez-vous adopter également ces nouveaux outils? Je pense comme tout le monde quand ce sera pertinent. Aujourd'hui, moi, ce que je vois des agents, euh, on est sur des tâches simples. Oui, Voilà, on est sur des tâches assez simples. On est assez loin finalement des activités d'ingénierie que l'on fait nous. Mais pourquoi pas? Enfin, clairement, voilà, qui aurait cru il y a 5 ans qu'on aurait ce genre d'outils à disposition qui reformule, qui crée des histoires, enfin voilà, qui génère des images, des vidéos même. Donc l'histoire, elle est devant nous. Et sur les agents, effectivement, dans un process de delivery où on est capable de chaîner les activités, bah, ça a tout son sens. et si on parle juste de tests de non-régression, si on imagine une centaine d'agents autonomes qui vont faire une non-règle sur le site d'AXA, par exemple, est-ce que ça, vous envisageriez aussi de l'essayer quand ce sera assez mature? Oui, maintenant, c'est toujours un peu l'effet déceptif, moi, je trouve, des formations et des démos qu'on a sur des LLM qui génèrent du code pour faire des scripts de test. Oui, Tu vois, donc, ok, j'ai mon site web, il y a deux champs, et puis regardez, mon prompt permet de générer des scripts qui vont tester le fonctionnel, qui vont aussi tester la performance. Ok, à chaque fois, c'est super, mais nous, c'est jamais la réalité. Parce que nos sites web sont bien plus complexes, je confirme. parce qu'on a des bouts en bout avec des systèmes mainframe, de l'édition, etc. Donc, on rentre dans un niveau de complexité qui est autrement Oui, oui, oui. Sur le supérieur. côté fonctionnel, je veux même pas imaginer Mm. comment c'est complexe chez vous. Et sur justement cette partie réglementaire, un peu, bah, c'est vraiment votre domaine. Mhm. Dans l'assurance, c'est très réglementé en France et en Europe. Est-ce que ça vous freine pas un peu ces aspects-là au niveau de l'adoption de l'intelligence artificielle? Ah, évidemment, on a des limites dans, ne serait-ce que c'est pour ça qu'on a monté finalement notre outil interne, Oui, c'est pour avoir quelque chose en vase clos qui nous concerne nous. Hem,
Rien que ça met en dehors du champ un certain nombre de modèles, puisqu'ils arrivent petit à petit dans l'outil, on est quand même à la page, hein. Oui, Mais une nouvelle version qui va sortir demain, qui serait top, pas l'essayer le jour même oui. avec notre outil interne. Donc ça, Vous prenez les précautions nécessaires Exactement. et de même que certains outils étrangers qui vont récupérer vos données et les héberger à l'étranger, je suppose que là, on ferme le robinet. Bah, c'est la même chose. Et Ouais. puis après, il y a tout un travail sur l'adoption qui finalement concerne un peu plus la vision, je dirais, ressources humaines. C'est-à-dire que un cas d'usage IA, ok, si c'est un outil qui finalement vient compléter un panel d'outils, donc tout ce qui est lié par exemple à SecureGPT chez nous, ok, c'est validé en interne, pareil syndicat, mais quelque chose qui changeait drastiquement la façon de travailler d'un actuaire par exemple, ça devrait forcément passer aussi dans les instances sociales. Oui, oui, Donc il y a tout ce à fait. cadre aussi là, qui est normal, qui impacte l'avancement de ce qu'on peut faire sur les cas d'usage. On doit passer dans ces instances-là et faire valider nos use cases. Ok. Tu m'as expliqué en préparant cet épisode que vous avez aussi d'autres outils que vous utilisez pour monter très rapidement des proof of concept, des POC, des projets pilotes. Comment ça se passe? C'est un dev qui m'en avait parlé effectivement au détour d'une conversation, et ça, c'est plus quelque chose qui n'a pas encore été vraiment poké à l'échelle. D'accord, oui, c'est Mais, une expérimentation, mais justement, c'est. mais dans Ouais, l'idée, c'est génial, effectivement. C'était de dire il y a un besoin métier, ouais, je vais pas faire un PowerPoint, je vais pas demander à l'UX de me faire quelque chose, je vais tout simplement demander à l'IA de me générer du code qui va me créer finalement une page web avec tout l'outil ou n'importe quel langage, hein, mais qui va me permettre de créer l'outil assez rapidement et de manière assez fiable, puisque on lui demande quelque chose d'assez simple, oui. imagé, il n'y a pas de branchement derrière avec 15 API, etc. Donc ça va donner tout de suite un visuel et ça va permettre au métier de se projeter très rapidement sur la solution. Parce que en tant que testeur, on le rencontre tous. C'est parfois au moment des recettes métiers où le métier se dit ah tiens, attends, ce champ-là, il est comme ça c'est voilà, c'est au moment où ils prennent en main un outil, où ils se rendent compte du visuel, qu'il peut y avoir des retours, et là c'est hyper coûteux pour le projet parce qu'il faut revenir en arrière. Oui, 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 Et absolument. donc, voilà, dans ce cadre-là, l'apport, il est énorme, en fait. Donc ça, c'est encore des économies quoi, derrière. C'est vraiment un super cas d'usage. Ouais. Oui, exactement. Je suis moi-même formateur en outils d'automatisation. Et à cette occasion, je croise des apprenants qui prennent en main des outils d'automatisation et j'en vois énormément qui se servent très vite de ChatGPT sans maîtriser les fondamentaux de ces outils. Qu'est-ce que tu penses de la baisse de charge cognitive ou la surcharge cognitive que peuvent engendrer ce genre d'outils? Et également, dans cette même question, la paresse intellectuelle vers laquelle on pourrait tendre en tant qu'ingénieur. C'est une vraie problématique. Alors, effectivement, il y a cet aspect développement. Tu parlais d'automatisation, donc c'est Oui, du développement. Donc, comment les juniors s'approprient l'outil, comment ils arrivent à challenger le code s'ils n'ont pas l'expérience du développement avant. Donc, ça, c'est effectivement un sujet. Ce sera un sujet aussi pour nous, parce que sur la génération de cas de test, la compréhension du fonctionnel, est-ce qu'ils l'ont? Hein, si on prend les cas de ouais, test tels quels, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, nous, notre raisonnement sur les cas d'usage, c'est que l'humain reste au centre. C'est-à-dire que l'humain, aujourd'hui, euh, sait ce qu'il a en entrée, ce qu'il a donné au LLM en entrée. Il sait ce qu'il attend. Alors, en 4A, je m'attends pas je connais pas les questions, mais je oui, sais que j'attends des questions. Dans le développement, il est capable après de tester son code et de voir s'il est buggé ou s'il y a besoin de le changer. Le point clé, c'est quand même que l'humain reste au centre. Ça, on en est convaincu et c'est ce qu'on fait pour chacun de nos cas d'usage. Mais il est vrai qu'il y a un sujet aussi sur ne serait-ce que la pertinence des LLM, puisque finalement le contenu d'Internet va de plus en plus être généré par les LLM, donc qui s'auto-alimentent et finalement qui s'appauvrit au fil du oui, temps. oui. Donc c'est un sujet aussi de l'apport de l'outil, mais peut-être que finalement il va s'appauvrir lui-même. On va revenir à l'humain qui va recréer C'est pour ça. compenser. Et C'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement l'objet d'un article que j'ai écrit sur LinkedIn où je parlais effectivement de cet appauvrissement intellectuel et cette paresse et le fait de, pour vouloir être visible à tout prix, faire générer des posts par l'intelligence artificielle. Et je demandais dans cet article également si LinkedIn avait mis en place des choses
pour contrecarrer un peu cet usage intensif. Parce qu'à un moment, sinon, on n'aura plus que des prompts générés par l'IA. Et moi, j'utilise aussi LinkedIn pour ma veille. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me pose un problème. Pour ma veille. Bah oui, parce qu'on a maintenant des contenus très redondants, très bateaux, donc c'est pas forcément évident. On a pas mal de choses à notre disposition, mais le problème, de toute façon, aujourd'hui, c'est la surinformation. Oui, C'est plus trouver la bonne information. Donc, moi, je me concentre aujourd'hui plus sur l'essai, clairement. On a beaucoup de LLM à disposition, à titre pro, à titre perso. On a plein de cas d'usage, on a plein de possibilités. Je dis souvent, pour trouver de l'or, il faut chercher. Et en ouais, fait, plutôt que de se renseigner sur une map partout où sont les points où je peux trouver de l'or, c'est non, c'est aller essayer, aller creuser, aller chercher, expérimenter les choses. Parce que ce cas d'usage 4A dont on parle beaucoup oui, à l'externe maintenant, hein, oui, oui, je confirme. et aussi en interne chez AXA, on l'a trouvé avec Étienne Dufour, je le salue ici parce que j'étais pas tout seul, et parce qu'on cherchait autre chose. Parce qu'on expérimentait, parce qu'on était sur le LLM en train de tester quelque chose. Les cas d'usage, ouais. Exactement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait entrer dans le sujet? Eh ben, la même chose, en fait, essayer tout simplement. C'est prendre le LLM, Mhm. peut-être regarder par les cas d'usage, peut-être les tâches les plus ingrates de la journée, les plus complexes, les plus redondantes, et essayer via des prompts simples. C'est pareil, je pense que, et ça, je recite encore Étienne, on a des débats avec lui là-dessus sur est-ce qu'il faut faire des prompts simples ou complexes. Moi, je pense que euh, on peut démarrer avec des prompts simples, voire simplistes. C'est pas grave, ça donnera pas les meilleurs résultats, mais ça vous donnera une indication sur est-ce que clairement le LLM, pour ce cas-là, il peut me donner des résultats. Est-ce que pour ce D'accord. cas d'usage, euh, je sens qu'on va aller dans une bonne direction et en améliorant le prompt, je vais avoir des résultats plus pertinents. Donc c'est vraiment, moi ce que je conseille, c'est d'essayer, même avec des prompts très simples, et regarder les activités au quotidien qui nous posent le plus problème. Alors après, effectivement, il y a des choses qui seront compliquées, hein. C'est pas demain qu'on lui fera rédiger une stratégie de test, par exemple, Oui, oui. Non, mais on peut y arriver. J'en ai pas parlé, c'est peut-être l'occasion de l'évoquer, mais il y a aussi de l'IA dans la suite Office. oui. Hein. Ça, quand on voit l'apport de ça, c'est assez intéressant parce que finalement, il peut générer des présentations à la volée sur la base d'un PDF. Il peut préparer un PowerPoint sur la base d'un PDF directement, avec une trame qu'on peut changer à la volée et il génère le PDF. Quand on rentre dans un Word qui fait 150 pages, on a un encart de résumé directement proposé. Il y a Ah quand oui. même des choses qui sont faisables et il y a des réflexions à avoir sur une stratégie de test. Est-ce que j'ai des entrants qui sont bien faits, par exemple mes MMF, est-ce qu'elles sont bien décrites? Je lui donne le template de ma stratégie. On est assez bien équipé là-dessus chez AXA. Je lui J'imagine. donne mon entrant et ben fais-moi une presse. Aujourd'hui, Copilot. Là, juste Copilot hein, pour Microsoft n'est pas encore déployé pour tout le monde, mais quand il sera, c'est encore un nouveau pan, plein de cas d'usage qui vont Oui. se révéler à nous sur la gestion des données qu'on peut faire parfois dans Excel. Enfin, énormément de choses qui seront adressables. Donc là, il y aura du travail. Et là, il y aura encore de la recherche à faire. Et plutôt que de regarder des vidéos YouTube, mais j'encourage tout le monde quand même à regarder ce qu'on fait et à se renseigner, parce que c'est important de rester à jour, parce que ça donne des idées, Oui. c'est expérimenter. Il y a des auteurs hein, qui pensent que cette révolution un peu de l'IA, en tout cas moi je la considère comme telle, Mhm. c'est une transformation majeure telle qu'il la compare à l'électricité ou à Internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah, l'avenir nous le dira. C'est ça. C'est l'avenir qui nous le dira. Si c'est un pchit, voilà, Oui, ou si c'est quelque chose qui effectivement apportera une révolution. Je pense que quand on regarde effectivement le passé, on a toujours l'impression que ces éléments-là, la voiture ou l'électricité, le déplacement, etc., l'énergie, ça a été un avant, un après. En oui, fait, non, c'est une transition qui est douce, qui est très lente. L'Internet, c'était à la base pour certains réseaux, et oui. puis petit à petit, et puis c'était une petite frange de la population qui pouvait l'utiliser, c'était très lent, etc. Et quand on pense à ces technologies, on se dit, il y a un avant, et un après. Avant, il n'y avait pas la DSL et maintenant, tu peux télécharger un film en haut débit en 2 secondes. Mais non, il y a toute une transition Oui, qu'on est peut-être en train de vivre. Et c'est dans ça. 10 ans, on aura la révolution, mais comparativement à 10 ans en arrière. Et la différence quand même par rapport à Internet, si je peux me permettre, c'est que ARPANET au départ, c'est pour des réseaux militaires aux États-Unis. Ça a mis des dizaines d'années
à rentrer dans les foyers parce qu'en parallèle, Mhm. il a fallu que les ordinateurs se démocratisent, qu'Internet, la fibre, se déploie. Donc il y avait quand même besoin d'énormément de choses pour que ça devienne populaire. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu en arrière, ChatGPT, ça a combien de temps? Tu Ouais, trouves pas que ça a quelques années. c'est quand même beaucoup plus rapide maintenant? Alors effectivement, les technologies et tout se déploie beaucoup plus vite, hein. Oui, On accélère, on va dire. Néanmoins, si on prend aujourd'hui, la majeure partie de la population, alors là, on parle, activité logicielle dans le cadre de oui, l'informatique, donc on est les premiers concernés par tout ce à genre fait. d'outils. Mais si on regarde un peu plus largement, il y a encore un temps avant que ce soit pour tout le monde et que le boulanger du coin trouve un intérêt à utiliser l'IA dans son job au quotidien. En effet, tu marques un point. Et toi, comment tu progresses, dans ton domaine, dans ton métier? Alors, on a beaucoup de contenu, hein. Clairement, autour du test aujourd'hui, c'est super. On a, des blogs, on a des chaînes YouTube, on a des conférences, on a même des livres qui sont rédigés par le CFTL et auxquels on participe parfois, D'accord? en co-rédacteur. Moi, vraiment, sur le thème de l'IA, c'est essayer. Il y a, en fait, tellement de choses qui sortent que rien que essayer, ça prend un temps de dingue. Oui, Par exemple, sur, les IA typés raisonnement, j'ai fait mes petits tests. J'aime bien lire comme toi, mais j'aime bien aussi prendre des notes de ce que je lis d'accord. et en version non raisonnement, je lui ai demandé de me résumer, des idées clés et de me les trier, de me les, on va dire, ranger par thématique. J'ai eu un résultat qui était pas mal, mais sans plus et je lui ai demandé à, une IA orientée raisonnement, le résultat est pas du tout le même et D'accord. ça, j'ai fait ce test-là il y a quelques jours. Aujourd'hui, ça avance très, très vite. Je pense que rester à la page, c'est avant tout essayer, tester les nouveaux outils, plutôt que de regarder des gens faire. Oui, c'est ça, faut pas regarder les trains passer, même si ça peut paraître un peu, vertigineux. Merci beaucoup Vincent d'avoir accepté de participer à cet épisode. Eh ben, merci de l'invitation. C'était un plaisir et puis peut-être à une prochaine fois pour parler des nouveaux use cases. Exactement, un plaisir partagé et oui, peut-être pour une saison prochaine. Retrouvez-nous, sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de QG Qualité. Et au revoir à tous.